bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. On est mardi 18 octobre et je démarre ce nouveau carnet. Allez, installez-vous bien confortablement et puis on y va. Comme je vous le disais, donc on est mardi matin et je viens vous parler très rapidement pour introduire un peu ce carnet de lecture. Je suis désolée, hein, comme vous le savez, il n'y a pas eu de carnet la semaine dernière. La semaine a été assez chargée. J'ai enchaîné des week-ends bien sympathiques, des week-ends entre amis, puisque le dimanche 9 octobre, c'était mon anniversaire. Donc du coup, on a fêté ça avec des copains. On est parti un week-end complet entre copains à Caen, en Normandie, où nous avons une de nos très bonnes amies qui vit là-bas. Donc du coup, on a passé un super week-end, c'était hyper cool. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai un livre à vous montrer que mes amis m'ont offert, donc je voulais vous en parler absolument. Et puis ce week-end, c'est pareil, j'avais des copines de fac qui étaient là, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vues tout ensemble, donc ça nous faisait un bien fou de nous retrouver comme ça pendant 2 jours, donc autant vous dire que je n'ai absolument pas lu. Et en plus, entre ces deux super week-ends, c'est calé un petit déplacement professionnel, donc c'est pareil, ça ne m'a pas laissé beaucoup le temps pour la lecture. Mais bon, c'est comme ça, ce sont les aléas de la vie. Il y a des semaines où on peut beaucoup lire, il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Donc, tout ça étant dit, je voulais vous montrer le roman enfin le livre que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire. C'est un livre que j'avais très très hâte de découvrir. Je suis contente de l'avoir désormais dans ma palle. Il s'agit de Viva Frida de Gérard de Cortange, qui est une personne qui maîtrise très très bien la vie de Frida Kahlo. Il a écrit plusieurs livres de mémoire sur la vie de Frida, dont un que j'ai déjà lu qui s'appelle Frida Kahlo, La beauté terrible ou quelque chose comme ça, que j'avais beaucoup aimé. Je me demande s'il était pas édité chez JC Lattès ou Albin Michel, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais voilà, donc moi je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une très très grande fan de Frida Kahlo. J'aime beaucoup l'artiste qu'elle était, mais j'aime aussi beaucoup la femme qu'elle était. Et je trouve que sa vie est vraiment passionnante. Donc je suis un petit peu à l'affût de tous les documentaires, tous les livres qui peuvent sortir sur cette artiste. Et là, en l'occurrence, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, ouh là là, mais il me le faut absolument. En plus, on en parle ou pas de cette couverture magnifique? Franchement, c'est pas trop beau? Donc voilà, je vous lis la 4e de couverture. Viva Frida n'est ni une biographie, ni un essai, ni un roman, mais tout cela à la fois. La première image qui me vient à l'esprit est celle d'une suite de tableaux vivants. Chaque chapitre de mon livre met en scène cette femme artiste éprise de liberté, surprise dans l'intimité de sa vie. On choisit avec elle ses vêtements, ses bijoux, on assiste à ses séances de photographie. On la suit dans les rues de Coyoacán, on l'accompagne à New York, à Paris. On est présent quand elle rencontre Diego Rivera, Trotsky, Tina Modotti, quand elle fustige Breton ou les surréalistes. On souffre et on rit à ses côtés. On l'entend jurer, chanter, inventer des mots. Elle nous parle de sa peinture, de ses doutes, nous entraîne dans son immense joie de vivre. Sur le ton de la confidence, elle nous dit que ce que représente pour elle la révolution mexicaine, le sang, l'hôpital, la religion, la mort, nous ouvrant toutes grandes les portes de la beauté terrible de son univers. Au terme de ce livre voyage, aucun des aspects de la vie de Frida et de sa peinture n'aura été ignoré. C'est le cœur même de ce livre, Frida Kahlo ne peint que ce qu'elle vit. Voilà, donc autant vous dire que j'ai trop hâte, surtout que j'ai vu qu'il y avait, regardez-moi ça, il y a quand même quelques petites illustrations de ces portraits. C'est pas trop beau, moi je trouve que c'est génial ce qu'elle peint, franchement, enfin ce qu'elle peignait, parce qu'en l'occurrence c'est tellement vivant, ouais, tellement réaliste parfois aussi. Enfin, franchement, c'est assez incroyable. Donc du coup, je suis hyper contente de l'avoir dans ma palle. Je ne sais pas quand je vais le lire, parce que franchement, quand même, c'est une belle bricasse. Hein. Ouais, il fait presque 500 pages. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien le lire quand même avant d'aller à l'exposition, puisqu'il y a une exposition en ce moment à Paris. Je crois que c'est au Palais Galliera. Je sais plus.
Je vous redirai, je vous remettrai les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, mais en tout cas il y a une exposition à Paris en ce moment jusqu'au mois de mars et normalement on se fait un week-end parisien avec mon amie Aurore et mon amie Noémie, qui font partie du groupe d'amis qui m'ont offert ce superbe livre, puisque Noémie est une grande fan elle aussi de Frida Kahlo et Aurore est une grande fan des biographies, elle aime bien voir un petit peu, en connaître un peu plus sur la vie des gens, donc en l'occurrence ce sera l'occasion. Et voilà, et donc on a très très hâte d'aller faire cette exposition et j'aimerais vraiment le lire avant pour en savoir un peu plus sur les peintures notamment, et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres à me conseiller sur Frida Kahlo. Je sais que l'année dernière j'avais lu Rien n'est noir de Claire Berest que j'ai vraiment adoré. Enfin, c'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la vie de Frida Kahlo parce que c'est juste exceptionnel comme livre. Je pense même que je l'ai préféré à La beauté terrible qui avait été écrit par Gérard de Cortance. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ces livres. Je suis vraiment une grande fan de cet artiste, donc je ne me lasse jamais d'en savoir un peu plus. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vous parler un peu plus tard dans la semaine parce que j'ai des romans à vous montrer. J'ai un petit peu craqué sur une maison d'édition dont on parle beaucoup en ce moment sur Instagram notamment. Et puis je voulais aussi vous parler de mes lectures. Alors j'ai terminé Octobre de Soren Svestrup, donc je viendrai vous en reparler. Je viendrai aussi vous parler de mon livre audio parce que j'ai quand même bien avancé maintenant, donc je peux enfin vous en dire un peu plus. Malheureusement, je ne pourrai pas vous parler de ma lecture en cours puisque c'est une lecture pour le Grand Prix des lectrices L pour le mois d'octobre et voilà, nous n'avons pas encore l'autorisation de vous en parler. Donc voilà, je ne pourrai pas vous en dire plus là-dessus. Je peux quand même vous dire que pour le moment, malheureusement, c'est pas une grande réussite. Hein. J'en suis à la page 60 et je galère un peu, je sors un peu les rames. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je viens vous reparler tout ça plus tard dans la semaine. Et en attendant, bien, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi midi et je viens vous parler rapidement sur ma pause déjeuner. Tout est opérationnel, mon café est ici, mon portable pro là, si jamais ça sonne, voilà. Et voilà, et je viens vous parler parce que je voulais vous montrer mon craquage, qui est pas vraiment un craquage livresque, qui est plus un cadeau d'anniversaire de moi à moi. Voilà, je sais pas si ça vous arrive vous de vous faire ça, mais moi j'aime bien me faire un petit cadeau de temps en temps, et donc souvent c'est un cadeau livresque. Parlons peu, mais parlons bien. J'ai craqué pour une maison d'édition pour laquelle je n'avais encore pas fait d'achat. Bah oui, c'est sûr même. C'est une toute nouvelle maison d'édition que vous avez dû voir passer un nombre de fois incalculable sur Instagram puisqu'on en parle beaucoup. Il s'agit de la maison d'édition Hurlevent qui a été créée par Sarah du compte Mrs. Book Yarmond et Alexia du compte My Book Vision et Marion du compte Par un soir d'automne. Donc ces trois personnes se sont donc réunies pour créer cette maison d'édition. Donc la maison d'édition Hurlevent, qui est une toute nouvelle maison d'édition. Ça faisait assez longtemps que je voyais passer le nouveau livre de Sarah, du coup, donc Mrs. Book Yarmond, puisque c'est le premier livre qui a été édité par cette maison d'édition, et donc je le voyais pas mal passer, je me disais, oula, je tente pas, je fais quoi? Et en fait, la quatrième de couverture me tentait, mais alors énormément. Et à force, bon, je me suis dit, allez, on va se laisser convaincre. Et j'ai attendu du coup la deuxième parution de la maison d'édition pour acheter les deux parce que la deuxième parution me tentait énormément aussi. Donc, du coup, j'ai donc plus 2 dans ma palle. Hein. J'ai donc acheté Le cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond. Regardez-moi cette brique. Alors là, clairement, un coup de brique comme ça fait mal. Il est énorme, hein. Franchement, je sais pas combien il fait de pages. Il fait 750 pages, j'ai l'impression.
Le travail éditorial est assez dingue, franchement. C'est du hardback, je sais pas si ça se voit. Voilà, vous le verrez là. Hop. Et franchement, les livres sont magnifiques. Ça explique aussi pourquoi ils sont un petit peu chers, hein, puisqu'ils sont 25 €. Mais finalement, pour le travail éditorial, ça me paraît pas si énorme que ça en termes de prix. Euh, le cœur singulier de Millie Davis, du coup, de quoi ça parle? Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alfred Burton, professeur d'archivistique qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleverse alors son quotidien habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de la vie de Millie s'intensifie, tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de deux destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est un roman à lire en automne. Est-ce que je vais réussir à le lire cet automne? Je ne suis pas sûre, mais bon, on va voir. Ça fait beaucoup de... Oui, il faudrait que je lise ce livre en ce moment, non, c'est beaucoup, hein, mais bon. J'en ai beaucoup comme ça. Le deuxième roman qui est paru aux éditions Hurlevent, c'est La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est pareil hein, sur un hardback, c'est le même style que le premier qui est là. Et donc là, en l'occurrence, bon, vous vous doutez un peu du thème, hein, puisqu'on parle quand même de Buckingham, donc vous vous doutez que ça va se passer en Angleterre quand même. Angleterre 1841, Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé à un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène bien malgré elle dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas. Elle est emportée dans un tourbillon de complots et de mondanité qu'elle accourt. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. Voilà. Après, on a à la croisée de Downton Abbey et la chronique des Bridgerton, la duchesse de Buckingham nous offre une véritable plongée au cœur de la cour de la reine Victoria, aux côtés d'une héroïne forte et dévouée. C'est la vie de Hélène, mes livres de poche. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi craqué pour la nouvelle, les parutions de la maison d'édition Hurlevent. Ou au contraire si vous ne connaissiez pas, mais bon j'imagine que vous en aviez quand même pas mal entendu parler. Donc voilà. Je reviendrai vous parler de mes lectures en cours plus tard, puisque là il faut que j'aille travailler. Mais promis, je viens vous faire un petit récap, notamment de Octobre de Soren Svestrup, parce que j'ai quand même beaucoup aimé ce thriller. Donc, allez, sur ce, à plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends, on est vendredi matin aujourd'hui, je vous parle un petit peu avant de commencer ma journée. Donc, je voulais vous parler d'une lecture que j'ai faite cette semaine et que j'ai particulièrement appréciée. Je vous parlerai des autres lectures un petit peu plus tard. La lecture que j'ai faite cette semaine et que j'ai bien aimée, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff.
Donc comme vous pouvez le voir, c'est un graphique, alors je suis désolée, vous avez un vieux reflet là, donc c'est un graphique, enfin un roman graphique, euh, qui reprend un peu la biographie romancée de Anaïs Nin. Alors, moi je n'avais pas compris que Anaïs Nin était une écrivaine qui a réellement existé. Pour moi c'était un personnage fictif, alors que pas du tout, c'est vraiment quelqu'un qui a existé. En fait, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que quand j'ai commencé à lire le roman, on parle notamment de Henry Miller, l'auteur. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et quand je suis allée regarder un peu sur internet et que j'ai un peu fouiné, j'ai vu qu'en fait Anaïs Nin avait réellement existé. Je ne connaissais pas du tout, donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais voilà. C'est un roman graphique que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les dessins. Voilà, je vous montre un peu les planches. Je trouvais que les couleurs étaient sympathiques, le dessin aussi. J'essayais de vous montrer des planches. Voilà. Donc ça se passe dans les années 1920, je crois. Et donc c'est l'histoire de Anaïs Nin. Et Anaïs Nin, elle a eu une vie... elle a eu une vie terriblement... comment dire, assez sulfureuse. Voilà, je cherchais le terme, mais ouais, c'est une vie assez sulfureuse. Et c'est un roman graphique qui met un peu en scène la vie d'Anaïs Nin, la vie amoureuse d'Anaïs Nin, mais pas que, sa vie sexuelle aussi. Et c'est vrai que c'est quand même très très tourné vers le sexe. Alors il y a quelques passages qui m'ont un petit peu, enfin qui pas un petit peu, qui m'ont dérangé. Des passages, je ne sais pas si ces passages-là, c'est tiré de la véritable histoire de Anaïs Nin ou c'est une liberté de la part de l'autrice voilà, de créer ce genre de rapprochement. Mais c'est des passages qui m'ont un petit peu dérangé quand même. Donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, clairement, mais ça reste quand même un roman graphique que j'ai apprécié et j'ai passé un bon moment de lecture. Franchement, je l'ai lu, je ne sais plus quand, dans la semaine là. J'avais absolument pas envie de me remettre dans ma lecture pour le Grand Prix des lectrices, elle, le roman de la catégorie fiction qui a été sélectionné pour le mois d'octobre que j'apprécie pas franchement. J'ai vraiment du mal à me mettre dans ma lecture. Du coup, j'avais pas envie, mais vraiment pas, et j'avais envie de lire un truc assez rapide, voilà. Et donc, je suis tombée sur ce roman graphique. Et honnêtement, c'est plutôt sympa. Je ne vous ai pas dit, c'est un peu décousu là ce que je vous raconte ce matin. Ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est édité chez Casterman. J'aime beaucoup ce que fait Casterman. Les romans graphiques de Casterman, c'est plutôt sympa. Ils sont quand même assez spécialisés hein, dans les biographies dessinées comme ça, parce que moi je me souviens, j'avais lu de chez Casterman une biographie dessinée de Olympe de Gouges. Je sais qu'ils en ont fait plusieurs, donc c'est plutôt intéressant. Donc si vous avez envie de lire quelque chose qui change un petit peu, un roman graphique sur la vie d'une personne qui a vraiment existé, en l'occurrence c'est une écrivaine qui a quand même... qui a beaucoup... qui a beaucoup influencé le droit des femmes, la liberté de la femme, donc ça peut vraiment être intéressant si vous êtes intéressé par tous ces thématiques qui sont quand même globalement dans l'air du temps, donc je vous laisse découvrir Anaïs Nin. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Moi je vais aller travailler et je vous reprends très probablement demain pour vous parler enfin de octobre, depuis le temps que je vous en parle quand même. Je vais absolument vous faire un récap dans ce carnet de lecture, donc je ne clôturerai pas ce carnet de lecture avant de vous avoir parlé d'octobre. Bon bref, allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve en ce dimanche matin pour clôturer ce carnet de lecture. Avant ça, je vais quand même vous parler des différentes lectures que j'ai pu faire et notamment de ma lecture audio en cours puisque j'ai quand même pas mal avancé et il me reste 4 heures d'écoute. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu, tout du moins vous donner un peu le contexte de l'histoire, le résumé qui vous donnera peut-être envie de le lire. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent carnet de lecture, je suis en pleine écoute audio de L'île aux papillons de Corinna Baumann.
Corinna Baumann, pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette autrice, c'est notamment la célèbre autrice de la saga Les Héritières de Lovenhoff qui est édité chez Charleston. Les 2 premiers tomes sont sortis, moi j'ai le premier dans ma palle. Voilà, je n'ai pas encore lu cette saga, donc je ne peux pas vous en dire grand chose pour l'instant. Mais du coup, j'étais vraiment très impatiente de découvrir la plume de l'autrice et j'ai décidé de l'écouter sur audio. Enfin, en audio, pardon. En audio sur Audible. Donc, du coup, de quoi ça parle, L'île aux papillons? Eh bien, écoutez, c'est une histoire à double temporalité et on fait la connaissance de Diana. Diana, c'est une avocate berlinoise qui va recevoir un coup de téléphone. Et on lui apprend que sa grande-tante Emily est gravement malade. Alors Emily, c'est une vieille dame qui est assez âgée, mais c'est vrai qu'elle est gravement malade. Diana décide de sauter dans le premier avion pour aller lui rendre visite en Angleterre. Et quand elle arrive là-bas, Emily se décharge un peu sur elle et lui apprend qu'il y a un gros secret de famille. Et voilà, elle lui laisse le soin de découvrir ce secret de famille. Et c'est donc ce que Diana va faire lorsque Emily décède. Bon, je vous spoil pas grand chose, de toute façon elle meurt dans le premier ou deuxième chapitre du roman, donc voilà. Mais voilà, lorsque sa grande-tante décède, Diana part à la recherche de ses origines et ça va la mener tout droit au Sri Lanka puisqu'elle va apprendre que ses ancêtres étaient propriétaires d'une plantation de thé à Nuwara Eliya. En parallèle de toute cette histoire, on suit également l'histoire de Grace, qui est l'arrière-grand-mère de Diana. Et donc Grace, on la découvre lorsqu'elle débarque sur l'île du Sri Lanka. Et en fait, elle a été contrainte de suivre sa famille au Sri Lanka, puisque son oncle est décédé précipitamment et son père doit reprendre la plantation de thé. Et donc toute cette histoire se passe en 1887. Donc voilà, on a une alternance de passé-présent. Alors c'est un peu différent des romans de Lucinda Riley, si vous connaissez cette autrice, parce que Lucinda Riley, souvent, on est sur plusieurs chapitres à la suite, soit dans le passé, soit dans le présent. Là, en l'occurrence, c'est un chapitre le passé, un chapitre le présent. Voilà, en gros, ça s'alterne comme ça. C'est pas mal aussi, ça donne un petit peu de rythme au roman. J'étais vraiment impatiente de découvrir ce roman parce que je suis déjà allée au Sri Lanka, j'ai eu la chance de découvrir ce magnifique pays et du coup j'avais vraiment envie de lire un roman qui se passe au Sri Lanka. Là, Nuwara Eliya en l'occurrence, j'y suis allée, c'est vraiment magnifique, les plantations de thé c'est juste splendide. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, bon, je sais qu'en ce moment la situation politique ne laisse pas vraiment de possibilités de voyage dans ce pays, mais vraiment c'est superbe, c'est splendide et ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc moi j'en garde un très bon souvenir, on était partis 15 jours et c'était superbe. Donc voilà, je suis assez contente de retrouver un peu l'ambiance sri-lankaise, Colombo, la vie un peu dans les campagnes du Sri Lanka, enfin vraiment c'est très sympa. À côté de ça, ceci dit, malgré tout, pour vous parler un peu plus du livre, pour l'instant je reste un petit peu sur ma réserve parce que je trouve que l'écoute audio ne se prête pas trop à ce genre de roman. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que peut-être que je me trompe complètement, mais je trouve que ce sont des romans qui sont quand même assez lents. C'est normal en fait, on met un peu en place l'histoire, on est sur quelque chose d'assez lent avec une action qui se déroule gentiment tout au long des chapitres et en audio c'est lent, c'est très lent. Et donc j'ai trouvé que pendant les 4-5 premières heures d'écoute, vraiment je retournais pas dans ma lecture avec avidité parce que il se passait pas grand chose. Donc du coup ça me perturbait un peu, je me disais d'un côté j'étais un peu pressée d'en savoir plus parce que j'avais envie de connaître la suite de l'histoire et parce que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, tout ce qui est lié au Sri Lanka, donc j'avais envie. Mais de l'autre, il se passait pas grand chose, c'était très descriptif, bon. Du coup, je pense vraiment que c'est pas le style de l'autrice qui me pose problème, c'est vraiment plutôt le fait de l'écouter en audio. Malheureusement, je n'ai pas la version papier, donc je ne peux pas continuer le livre en version papier.
Mais je pense que ce genre de livre, ça se prête tout simplement pas trop à l'audio. Je pense notamment que je lirais pas forcément un tome des 7 sœurs, par exemple, de Lucinda Riley. Je le lirais, mais je l'écouterais pas. Enfin, je pense vraiment que ce genre de roman, en tout cas pour moi, ça marche pas avec l'audio. Mais dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je me trompe complètement et que vous, les livres de Lucinda Riley, vous les avez déjà écoutés en audio et ça vous a fait aucun... Enfin, ça vous a parfaitement... euh, ça vous a parfaitement allé, je vais y arriver. Voilà, ou même d'autres romans avec une alternance comme ça, passé-présent, une double temporalité. Peut-être que vous allez me dire que ça se fait très bien en audio. Mais là, en l'occurrence, voilà, moi celui-là, je le trouve un peu lent et je pense que ça aurait été mieux pour moi de lire la version papier. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce qu'il me reste 4 heures d'écoute au total. Donc ça devrait vite s'écouter maintenant. Je suis désolée, vous devez entendre mon conjoint de l'autre côté en train de nettoyer et ranger parce qu'on a du monde ce midi. Donc moi je viens vous parler maintenant, puis après je vais m'empresser d'aller l'aider, hein, parce que bon, voilà, quand même, faut pas exagérer. On m'a gentiment demandé de partir de l'endroit où j'étais, donc je vous reprends ici. Donc, je voulais absolument vous parler d'une lecture que j'ai faite la semaine dernière et dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit d'un thriller. C'est Octobre de Soren Svestrup que je lisais en lecture commune avec Stéphanie. Octobre, c'est une enquête macabre menée par l'inspectrice Naya Tulin. Elle découvre le corps d'une jeune femme amputée de la main dans un jardin d'enfants. Elle est contrainte très rapidement de faire équipe avec l'inspecteur Mark S., qui est un inspecteur d'Europol qui a été sanctionné pour faute lourde et qui se retrouve à la crime à Copenhague. Ils vont faire équipe sur cette affaire qui est pour le moins stupéfiante et assez glaçante également, et ils se rendent rapidement compte qu'une figurine fabriquée avec des marrons et des allumettes que vous voyez ici porte l'empreinte digitale de Christine Hartung. Et qui est Christine Hartung? Christine Hartung, c'est la fille de Rosa Hartung, la ministre des Affaires sociales du Danemark. Et cette petite fille a été enlevée 1 an auparavant et est présumée morte. Donc bien sûr, ça leur pose pas mal de questions. Très rapidement, plusieurs autres cadavres sont retrouvés avec le même mode opératoire et la même figurine qu'on retrouve à chaque fois à côté. Voilà un peu pour le pitch de départ. Voilà un deuxième très bon thriller que je lis en très très peu de temps. Octobre m'a autant emballé que l'illusion du mal de Pier Giorgio Pugliese, dont je vous parlais dans mon premier épisode du Grand Prix des lectrices L. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Honnêtement, si vous cherchez des très bons thrillers avec un rythme effréné, je vous conseille de vous plonger dans l'illusion du mal ou dans Octobre. Franchement, ça devrait faire l'affaire et vous devriez passer un très très bon moment. Octobre, c'est un thriller glaçant, glauque au possible, mais avec une intrigue qui tient vraiment la route, qui est parfaitement bien ficelée et avec des détails qui sont extrêmement bien travaillés. C'est un thriller de 700 pages qui tient en haleine. Malgré le nombre de pages qui est quand même assez impressionnant, c'est une belle brique, je ne me suis pas ennuyée un seul instant et j'avais vraiment hâte de revenir à ma lecture. Pour moi, il n'y a pas de longueur dans ce roman et c'est vraiment un rythme effréné qu'on a et on dévore le roman avec une avidité assez impressionnante. J'ai eu parfois le sentiment de me retrouver dans un film ou dans une série, un peu comme l'illusion du mal finalement, parce que le livre il est écrit de façon très cinématographique. Je crois d'ailleurs que l'auteur... Et voilà, l'auteur c'est le créateur de la série télé danoise The Killing. Donc en fait, je pense, ça se sent dans le roman que c'est un auteur de scénario de film ou de série, parce que vraiment, c'est hyper haletant. Mon seul petit regret dans ce roman, c'est de ne pas en avoir appris plus sur les deux inspecteurs, que ce soit Naya Tulling ou Marquez. Enfin, quoi que Marquez, on en sait un petit peu plus, mais Naya Tulling, on n'en sait pas beaucoup sur elle, et je trouve que c'est un peu dommage. On donne des bribes d'informations sur sa vie, mais sans aller un peu plus en détail dedans. Alors, je sais pas si du coup c'est le premier tome d'une saga et que on va retrouver ces deux
2 inspecteurs plus tard, mais j'ai pas l'impression, je pense que c'est juste un one shot. Et donc du coup c'est un petit peu dommage, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait quelques détails supplémentaires. Vous l'aurez compris, Octobre ça reste un excellent thriller, un thriller effroyable certes, mais qui possède toutes les caractéristiques du genre. C'est une lecture qui est totalement addictive et qui clairement nous fait froid dans le dos. Et voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vais donc en rester là puisque vous l'aurez compris, on a pas mal de choses à faire ce matin. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aurez noté quelques lectures qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous plaisent ou si vous en avez lu certains. Et donnez-moi un peu vos lectures du moment, j'adore savoir ce que vous lisez, ça me permet d'agrandir un peu ma wishlist, comme si on n'avait pas assez, hein, mais bon, voilà. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau carnet de lecture. Allez, ciao!